Bonjour, chers amis. Dans cette vidéo, vous verrez un manoir appelé « Pleurer » ou, mieux encore, « Supplier ». Partie 1. Cette histoire tragique développe une relation entre un homme et une fille issue de classes sociales différentes. Dans la classe supérieure, les sentiments sont régis par la raison froide qui est inculquée dès l'enfance. L'amour a-t-il sa place dans leur vie? Si vous aimez cette vidéo, merci de l'aimer et de vous abonner. Cela aidera notre chaîne. Bla à l'avance. Il est temps de commencer. Léla, au printemps, quand les fleurs éclosent, allons ensemble au parc, c'était la promesse du père de Léla, qui est devenue ultérieurement son testament. Le père de Léla est décédé, et la petite fille aux cheveux dorés et aux yeux verts vifs a été forcée de prendre la route pour trouver un toit au-dessus de sa tête. Avec juste un sac en main, elle a pris le train et a voyagé vers des proches. Pour cet enfant, le printemps n'est jamais arrivé à nouveau. La vie de la petite fille qui s'est retrouvée seule au monde et a dû déménager constamment de parents en parents a été véritablement atroce. Ainsi, elle est d'abord tombée chez sa tante, dans une famille avec plusieurs enfants, principalement des garçons. Les cousins n'ont pas accepté Léla dans leur famille, et ont commencé à se moquer d'elle de toutes les manières possibles. Ils l'ont attrapée par les bras et ont organisé un bizutage, un rituel d'initiation pour qu'elle devienne un véritable membre de la famille. Mais le rituel était cruel. Ils ont jeté la fillette qui ne savait pas nager dans l'eau loin du rivage. En chemin, la fillette se débattait et demandait à être libérée, mais les garçons lui répondaient que sinon elle devrait quitter leur maison et ils la remettraient à un foyer. En la jetant dans l'eau, ils ont crié que sa propre mère l'avait abandonnée, alors pourquoi devrait-elle vivre chez eux? Une fois la fillette parvenue à regagner la rive, après être sortie de l'eau, elle a immédiatement reçu un coup de poing au visage de la part du mari de sa tante. L'homme a déclaré qu'ils avaient eu des problèmes depuis qu'ils avaient accueilli cette gamine chez eux, et a continué à frapper Léla. Les jours où il perdait de l'argent au jeu de hasard, personne ne pouvait arrêter ses actes de cruauté. Sa tante pleurait en essayant d'arrêter son mari alors que Léla était laissée inconsciente dans son propre sang. Mais l'homme en état d'ivresse exigeait qu'elle la laisse tranquille. La tante craignait qu'un jour son mari ne tue la fillette. Pour Léla, ce fut un véritable enfer. Mais elle était une petite enfant impuissante, qui ne pouvait rien faire d'autre que subir et attendre. Et pourtant, les malheurs s'accumulaient, tombant comme de la neige qui tombait toute la nuit. Avec l'arrivée de l'hiver, debout dans la rue en vêtements légers, Léla dit à sa tante qu'elle resterait tranquille dans un coin et ne dérangerait personne, tant qu'elle ne serait pas laissée seule ici. Mais la femme, retirant ses mains de l'étreinte de la fillette, dit à Léla d'aller chez d'autres membres de sa famille et de leur demander de l'accueillir. Les yeux de la tante exprimaient la mélancolie et la tristesse, elle était fatiguée de son mari. Elle dit à Léla qu'elle souffrait dans sa famille, donc il serait préférable pour la fillette de partir de chez eux. Et une fois de plus, la fillette fut chassée dans la rue. Après cela, elle alla chez d'autres membres de sa famille. Certains dirent qu'ils n'auraient pas grand-chose à attendre d'elle, juste dépenser plus d'argent pour la nourriture. D'autres, avec un cri menaçant, dirent qu'ils ne permettraient pas à une fillette suspecte, expulsée de manière injuste dans la rue, d'entrer dans leur maison. Ils pensaient qu'elle avait forcément fait quelque chose pour le mériter. Les troisièmes parents, qui avaient déjà beaucoup d'enfants, dirent qu'ils ne pouvaient pas la prendre chez eux, cela ne ferait qu'ajouter à leur nombre déjà important, ce qui était impossible. Personne n'a accepté la pauvre orpheline chez eux. Mais le dernier parent lui a demandé si elle connaissait Berko. Ensuite, il a écrit quelque chose sur un morceau de papier, le lui a tendu et lui a dit d'y aller et de trouver la personne dont le nom était écrit. Il a promis de prévenir cette personne de son arrivée. Ainsi, l'enfant est parti de Robita, où elle est née et a grandi, à Berko, en prenant le train qui traversait la frontière. Assise dans le wagon et regardant la feuille de papier, Léla nourrissait un petit espoir pour ce nom inconnu. Et enfin, elle est arrivée à la gare de Karlsbad, dans l'état de Berko. La fillette est sortie du train et, se fondant dans la foule, s'est demandé si elle pourrait trouver la bonne personne. Car si elle ne le trouvait pas, elle ne pourrait de toute façon pas retourner à Robita. Elle a secoué la tête de côté et s'est dit de ne pas penser à ça. Berko était le pays natal du père de Léla, donc elle parlait la langue locale. Les jours paisibles de son enfance, lorsqu'elle était petite et que ses parents souriaient en la voyant parler deux langues, la considérant comme un génie. Ainsi, Léla a décidé de demander son chemin. Un facteur marchait vers la sortie. Léla l'a rattrapé,
l'a salué et lui a montré le papier avec l'adresse et le nom. Ensuite, elle lui a demandé s'il pouvait lui expliquer le chemin jusqu'à cet endroit. L'homme a lu la note, qui indiquait le jardinier du duché de Gérard, Bill Remey. Ensuite, le facteur a dit qu'il connaissait Bill, et qu'il lui apportait justement une lettre, alors il a demandé à la fillette de le suivre, car il devait se rendre à cette adresse. Ils sont montés dans une carriole. Léla regardait avec enthousiasme les arbres et les jardins plantés de chaque côté de la route, et a aperçu la vue dégagée sur la vaste propriété du comte Gérard. Ce paysage ressemblait à quelque chose sorti des pages d'un conte de fées. Regardant autour d'elle, Léla se demandait quel genre de personne pouvait être le jardinier d'un lieu si magnifique. Est-ce qu'il l'accepterait? À ce moment-là, Léla a vu devant elle un homme avec un chapeau de paille sur la tête qui creusait la terre. Elle a rajusté ses cheveux, redressé son dos et s'est approchée de lui avec un sourire poli. Elle s'est excusée pour le dérangement et lui a demandé s'il était appelé oncle Bill Remey. L'homme s'est retourné vers la fillette et a répondu sévèrement qu'il était effectivement Bill Remey. Léla s'est tendue et a été anxieuse en voyant l'homme soucieux, mais elle s'est mentalement calmée, car elle avait répété son discours tout le long du trajet en train. Elle a salué son oncle et s'est présentée comme Léla Livellin. Ensuite, avec un sourire, elle a dit qu'elle venait de Robita. L'homme, avec un air indifférent, a dit qu'il avait immédiatement remarqué son accent prononcé, et qu'il pouvait dire qu'elle n'était pas de la région. Puis il a demandé comment elle avait traversé la frontière. La fillette a répondu qu'elle était arrivée en train. Ensuite, l'oncle Remey a demandé ce qu'elle avait à lui dire. Léla a été prise de court, pensant qu'il était déjà informé de son arrivée, mais clairement, l'homme n'en savait rien. À ce moment-là, le facteur est venu à Bill et lui a remis une lettre. Le jardinier a à son tour demandé au livreur s'il était celui qui avait amené cette fillette ici. Le facteur a expliqué qu'il l'avait rencontrée à la gare, elle lui avait dit chercher Remey, alors il l'avait emmenée ici. La lettre était de Robita de ce parent même, et était arrivée avec Léla. Bill l'a immédiatement ouverte et a commencé à en lire le contenu. Dans la lettre, il était écrit que viendrait chez Bill un enfant unique, la fille d'Albo Livellin, du nom de Léla. Sa mère était tombée amoureuse d'un autre et avait quitté la maison depuis longtemps. À cause de cela, Albo était tombé dans l'alcoolisme et avait fini par mourir de maladie. Maintenant, cet enfant visitait tous les parents, mais aucun d'entre eux n'avait une situation idéale. Même si cela avait été il y a longtemps, l'auteur de la lettre avait entendu dire que Bill travaillait comme jardinier dans la propriété du duc renommé. Et parmi tous les parents avec lesquels l'enfant avait une connexion vague, la situation de Remey semblait la meilleure, donc il l'avait envoyé dans la propriété. Bill Remey était consterné, car même s'il était parent d'Albo, ils étaient parfaitement étrangers l'un à l'autre en réalité. Ils étaient de la même famille, mais se considéraient mutuellement comme des inconnus. Lui, veuf Bill Remey, censé élever cette petite fille? Dans la lettre, il y avait en post-scriptum, qu'en cas où Bill ne pouvait pas garder la fillette, il pouvait la placer dans un foyer. Le jardinier a froissé la lettre, se plaignant que ses parents étaient tout simplement fous, et qu'ils étaient prêts à le tuer. Est-ce que les adultes agissent vraiment ainsi? Envoyer cette petite fille seule dans un autre pays, sans se soucier de ce qui pourrait lui arriver, si elle mourait ou tombait entre de mauvaises mains. Au début, Léla pensait qu'il était en colère qu'elle soit venue chez lui, mais elle a été surprise quand il a commencé à critiquer les adultes. Remey a regardé la fillette et a noté qu'elle portait seulement une robe, alors qu'il n'y a pas si longtemps l'hiver était très froid, et à part un sac, elle n'avait pas d'autres affaires. Elle avait l'air très maigre et frêle, et il était clair qu'elle avait enduré beaucoup de choses. Remey a couvert son visage de sa main avec un air de désespoir, et a continué à marmonner mécontent dans sa barbe. Léla l'appela oncle Bill Remey, et se dressant sur la pointe des pieds pour paraître plus grande, elle dit qu'elle aurait 12 ans dans quelques semaines, donc elle n'était pas aussi petite qu'elle en avait l'air. Elle savait aussi lire et aiderait avec n'importe quel travail qu'il lui donnerait. L'homme était très surpris. Alors que le soleil se couchait, Remey a jeté sa bêche dans la charrette et a dit à Léla de le suivre. Il a dit qu'il devait d'abord manger, puis réfléchir à la suite des événements. Bill vivait dans une cabane sur la propriété, plus proche de la forêt, pour qu'il soit plus facile de sortir dans le jardin dès qu'il était dehors. La maison était petite mais très confortable. La fillette regardait autour d'elle et faisait une note mentale qu'il n'y avait pas d'autres membres de la famille. Bill était seul. L'homme s'est adressé à la fillette et lui a demandé pourquoi elle avait pris si peu de nourriture dans son assiette.
Leila répondit à son oncle qu'elle mangeait peu. Le jardinier a dit qu'il n'aimait pas les enfants qui mangeaient mal, et qu'elle devait manger avec appétit, comme une vache. Leila cligna des yeux quelquefois et commença à ajouter plus de nourriture dans son assiette. Elle dit à son oncle qu'il serait difficile de manger comme une vache, mais elle mangerait bien. Bill a pensé qu'auparavant, elle avait mangé avec retenue, probablement en raison de son environnement et qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre une plus grande portion. Soudain, Remé, avec un air très sérieux, demanda à la fillette pourquoi elle n'avait pas peur de lui. Leila répondit que parce qu'il ne criait pas sur elle, ne la battait pas, et lui donnait même de la bonne nourriture. Elle lui en était reconnaissante, et lui dit sincèrement qu'il était une bonne personne. Bill a ressenti que son cœur se brisait si Leila le remerciait pour des choses si simples, qu'avait-elle dû endurer? Il la plaignait énormément, mais en même temps, il ne pensait pas pouvoir l'élever. Cela semblait absurde. Il ne savait pas quoi faire de l'enfant, et décida de réfléchir à cela la semaine suivante. L'oncle a dit à Leila que tant qu'il n'aurait pas résolu le problème, elle pouvait rester vivre chez lui. Le matin, elle s'habilla, mit un tablier et réfléchit à où elle devrait aller après cela à la maison. Quand finirait son errance interminable? Ensuite, elle sortit en cuisine, demanda à oncle comment il avait dormi. Entendant qu'il avait bien dormi, elle lui proposa de l'aider à mettre la table et disposa les assiettes. Ils s'assirent à table, et Bill servit à Leila une grande portion. Elle se rappela en souriant la blague selon laquelle elle mangerait comme une vache, et le remercia. Pendant ce temps, au manoir du duc, la rumeur se répandit parmi les serviteurs selon laquelle le jardinier avait pris en charge une petite fille. Certains pensaient qu'un homme aussi sérieux ne serait pas capable d'élever correctement une fille. D'autres pensaient que si en tant que meilleur jardinier reconnu par la duchesse, il pouvait faire pousser des fleurs avec tant de talent, il pourrait aussi élever un enfant avec autant d'adresse. Certains se demandaient même d'où venait cet enfant, sa femme étant morte depuis longtemps, et il n'avait certainement pas d'enfant. Un des valets rassembla les autres près de la fenêtre, ayant remarqué que Bill se promenait dans la rue à ce moment-là avec cette petite fille. Les serviteurs se pressèrent aux fenêtres, chacun souhaitant voir la petite fille. Leila tenait un pot de fleurs dans ses mains. Tous étaient surpris par ses cheveux dorés, et par la façon dont elle avait l'air si petite. L'histoire des malheurs, de la vie solitaire de l'orpheline Leila Livellin se répandit rapidement parmi les serviteurs, apprenant son long chemin avant de trouver un toit au-dessus de sa tête dans leur domaine. Après que tout le monde l'ait appris, Leila apporta au domaine un bouquet de fleurs. Les femmes de chambre firent sa connaissance et lui remirent un paquet de biscuits. Quand Leila partit, elles dirent tristement que Bill finirait probablement par envoyer une enfant si adorable. Mais chaque fois que Remé était questionné à ce sujet, il répondait qu'il n'avait encore rien décidé. À mesure que le printemps passait dans ses réflexions et que l'été approchait, l'image de Leila suivant Bill Remé et l'aidant dans son travail devint un paysage habituel. En regardant ces deux-là, tous les serviteurs du manoir Gérard donnèrent leur verdict. Le meilleur jardinier d'Arvy, Bill Remé, est un homme dont le talent se limite à faire pousser des fleurs. Une des domestiques vint chez Bill avec une corbeille contenant des biscuits et un gâteau qui était resté après le goûter de la dame. L'homme répondit qu'il détestait les sucreries, mais la femme dit qu'elle les avait apportés pour Leila. Bill dit que récemment tout le monde entrait dans sa maison en se cachant derrière Leila. Certains apportaient des vêtements, d'autres des livres, et certains achetaient même des fournitures de bureau, bien que cela ne leur ressemblât pas du tout. Même Madame, qui n'avait jamais rendu visite à Bill et parlait rarement avec lui, apportait quelque chose pour Leila. De plus, parfois des gens passaient juste pour voir Leila, et tout cela donnait mal à la tête à Remé. La femme répondit que tout cela était parce que Leila était très gentille. Cette petite était si polie et joyeuse que le désir de s'occuper d'elle était naturel. C'était agréable de la voir sauter dans la forêt et le jardin, comme un écureuil. De plus, après la croissance du duc, il n'y avait plus d'enfants à la maison, donc toute l'attention était portée sur elle. Alors que la domestique se rappelait à quel point le jeune duc était raffiné, Leila, en train de se promener dans la cour, grimpa à un arbre pour observer un oiseau perché sur une branche. La femme, remarquant cela, cria à Remé de faire immédiatement descendre la jeune fille, mais le jardinier se contenta de sourire. Il dit qu'il ne savait pas qui avait appris cela à Leila, mais que la compétence était certainement utile. La domestique cria à Bill, disant qu'il enseignait mal à la fille, et qu'elle devait être raffinée, comme une fleur.
La femme demanda si le jardinier prévoyait vraiment d'élever Leïla comme un voyou, comme lui, et imagina immédiatement un scénario horrible dans lequel la fille ressemblait extérieurement à son oncle. Bill dit à Mademoiselle Monet que c'était toutes des bêtises, et que le plus important était qu'elle grandisse en bonne santé. Ensuite, la femme demanda à Bill ce qu'il avait décidé pour la fille. L'homme répondit qu'il n'avait rien décidé pour le moment, et qu'il ne savait pas où la placer. Il n'y avait que l'option du refuge, mais il craignait que le refuge ne convienne pas à Leïla. Il ne voulait pas qu'elle souffre comme dans son passé. Leïla avait promis à son oncle de ne pas s'éloigner, puis elle partit se promener dans la forêt. L'été battait son plein, et la fille savourait la contemplation de la nature. Chaque jour, elle grandissait, et avec elle la forêt aussi. Elle observait les oiseaux et cueillait des baies sauvages. Un jour, Leïla vit un nid contenant des œufs, et les examina avec émerveillement. Partout, des cerfs et d'autres animaux inoffensifs erraient. Leïla aimait particulièrement la vue sur la rivière. Assise sur une branche d'un grand arbre, elle dessinait des esquisses d'oiseaux au crayon dans son carnet. Elle dessinait pour que les souvenirs de cet endroit paradisiaque ne s'effacent pas de sa mémoire, mais si jamais ils disparaissaient, elle pourrait regarder ses dessins et se rappeler. Quand Leïla rentra chez elle, elle découvrit que son oncle était habillé en costume, ce qui signifiait qu'il se préparait à partir quelque part. L'homme dit qu'il avait besoin de passer par certains endroits, donc elle aussi devait se préparer et le suivre. La petite s'inquiéta, mais l'oncle expliqua qu'il voulait simplement l'emmener en ville pour acheter des vêtements, car bientôt le duc Gérard reviendrait au domaine, et il fallait le saluer dans une belle robe. Ce n'était pas convenable de le rencontrer dans la tenue qu'elle portait actuellement. Alors qu'il marchait sur le sentier vers la ville, Leïla demanda à son oncle Bill si le duc était le propriétaire de tout ce domaine. L'homme répondit que c'était bien le cas, et que le duc avait obtenu ce titre à l'âge où se trouvait actuellement Leïla. Il étudiait maintenant, mais à chaque vacances, à la fin de chaque semestre, il revenait à la maison, à Harvey. À 18 ans, le duc n'avait rien d'autre à faire que d'étudier. Leïla fut choquée d'apprendre qu'elle n'avait que 6 ans de différence avec le duc. Le jeune duc arriva à la gare, et il fut accueilli par une double rangée de sujets. Ils marchèrent dans la rue, et le duc vit une calèche devant lui. Le majordome s'excusa et expliqua que Milady ne faisait pas du tout confiance aux voitures et avait demandé à arriver au domaine dans ce transport. Le duc le savait, sa grand-mère considérait toujours les voitures comme des choses sales et dangereuses en fer. Il était pour une fois d'accord pour faire un tour en calèche, car il n'en avait pas pris depuis longtemps. Au domaine, on attendait avec impatience l'arrivée du duc. Les femmes de chambre, les valets, Bill et la petite Leïla, vêtus d'une robe blanche en dentelle, se tenaient en ligne en attente. Alors qu'il roulait en calèche, le majordome informa le duc qu'il avait préparé quelques rapports. Il s'agissait de l'agenda des réceptions mondaines auxquelles le jeune homme assisterait à Harvey's. Le chef des domestiques dit aux autres qu'ils ne devaient pas commettre la moindre erreur aujourd'hui et agir de manière impeccable. Une des femmes de chambre demanda à Leïla pourquoi elle portait une si belle robe, était-ce pour saluer le duc? La jeune fille dit que oui, et que cette robe lui avait été achetée par son oncle. Bill esquissa un léger sourire à ces paroles. La calèche arriva à destination. Le jeune homme en descendit et salua aussitôt la vieille duchesse, sa grand-mère, puis sa mère. Cette dernière lui dit en retour que son fils avait encore grandi. La grand-mère dit que le déjeuner était déjà prêt, et entra immédiatement avec son petit-fils dans la demeure. Leïla regardait vers le bas tout ce temps, et elle put seulement distinguer les chaussures du jeune duc. Puis elle demanda à son oncle si le duc était déjà parti. Il répondit que oui, donc il devrait le saluer plus tard. En rentrant chez lui, Remé demanda à la fille si elle était contrariée. Leïla répondit que légèrement, car il lui avait acheté une belle robe. L'homme dit que ce n'était pas grave, et que la jeune fille verrait souvent le duc désormais, donc il pourrait lui demander la permission de la présenter. Leïla demanda si le duc aimait aussi la forêt. Bill dit que d'une certaine manière oui, plus précisément on pouvait dire que le duc aimait la chasse. Leïla s'arrêta et demanda s'il chassait aussi dans cette forêt. Bill répondit que bien sûr, cette forêt était un territoire de chasse de la famille, et c'était naturel. Leïla baissa la tête et demanda si le duc chassait aussi les oiseaux. L'oncle marchait devant et dit que peut-être c'étaient les oiseaux que le duc aimait viser le plus. Il ajouta que malgré son jeune âge, le duc était un tireur renommé, et si Leïla avait la chance de le voir tirer,
elle en serait impressionnée. Leïla demanda s'il ne pouvait pas chasser les animaux, puisqu'il y avait suffisamment de nourriture à la propriété même sans chasse. Bill dit que pour les nobles, la chasse était un divertissement. Les oiseaux étaient la cible la plus intéressante car ils étaient petits et volaient rapidement, ajoutant de l'excitation. À ce moment-là, il se retourna et vit à peine les larmes dans les yeux de la jeune fille. Elle dit qu'elle espérait que le duc cesserait d'aimer la chasse. Remé réalisa qu'il avait dit ce qu'il ne fallait pas dire, et Leïla commença à demander s'il était possible que le duc cesse d'aimer la chasse. Une semaine passa. Leïla se promenait joyeusement dans la forêt. Elle courut vers un arbre où se trouvait un nid de mésanges dans un creux. Entendant des pépiments, elle monta et vit enfin que les oisillons étaient éclos. Elle en comptait 5, se trouva une branche pour admirer les petits oiseaux. Elle remarqua qu'ils avaient faim, et dit au bébé qu'ils recevraient bientôt de la nourriture de leur mère. À ce moment, elle se remémora le dernier souvenir de sa mère. Avec ses valises, elle avait tendu à sa fille un bocal de bonbons bleus et dit qu'elle rentrerait très tard. Leïla demanda si elle arriverait avant qu'elle n'ait mangé tous les bonbons. Sa mère dit qu'elle le ferait, mais elle ne revint jamais voir sa fille. À ce moment, la fille remarqua une mésange avec une chenille dans son bec. Elle sauta de l'arbre pour ne pas effrayer l'oiseau, et observa depuis le sol comment elle rejoignit le nid pour nourrir ses petits. Ensuite, elle se rendit vers la rivière, grimpa de nouveau sur un arbre, et se mit à dessiner les oisillons. Elle aimait leurs dufteuses plumes rares qui bientôt seraient remplacées par des plumes d'adultes. Elle savait que les oisillons quittaient le nid 2 semaines après l'éclosion, ce qui signifiait qu'elle pourrait bientôt voir les oisillons voler. Cette pensée la remplit de joie. Elle mit son carnet dans son sac et décida de descendre rapidement pour tout raconter à son oncle. Mais avant de descendre, elle aperçut un homme en costume et chapeau, assis sur un cheval. Elle se figea, voulant s'en aller dès qu'il passerait, mais il descendit de cheval, appuya contre un arbre et retira son chapeau. À ce moment, Leïla faillit tomber de l'arbre, produisant un bruit fort en s'agrippant au tronc. Le jeune homme réagit immédiatement au bruit et leva les yeux vers le haut, pointant déjà son fusil. Leïla paniqua presque en pensant qu'il allait tirer sur elle, et très agitée, le supplia de ne pas tirer. Elle voulait partir dès qu'il serait plus loin. Il lui demanda qui elle était. Elle répondit avec embarras que son nom était Leïla Livellin, puis s'enfuit vers son oncle. Arrivée près de lui, elle l'appela, faisant tressaillir Remé. Il demanda ce qui s'était passé, et la fille raconta qu'elle avait vu un homme dans la forêt, grand, aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Et sa voix était aussi douce que la plume d'un oiseau aquatique. Il avait un fusil, puis d'autres personnes vinrent vers lui. Son oncle rit et dit que Leïla avait rencontré le duc Gérard, sorti à la chasse. La jeune fille se sentit tout de suite contrariée, se rappelant comment son oncle avait dit que le duc aimait particulièrement tirer sur les oiseaux. Des coups de feu retentirent. Les mains de Leïla tremblaient pour se couvrir les oreilles. Remé lui dit d'aller dans la maison, peinée qu'elle ait entendu comment ses amis de la forêt étaient tués. Mathias von Gérard, héritier d'une famille vénérable, dont on dit qu'elle possède tout, sauf un roi. Qualités innées et noblesse aristocratique, manière retenue et élégante. Les gens l'ont surnommé le chef-d'œuvre de la famille Gérard, tous se souciaient sincèrement de lui et l'aimaient. Mais une seule personne, vivant sur ces terres, Leïla Livellin, pensait différemment. Lorsqu'il venait dans la forêt, même en une journée, de nombreux oiseaux perdaient la vie, sans parler de leur nombre sur une semaine. Les oiseaux étaient pour lui une cible intéressante, car plus petit était l'animal, plus difficile c'était de l'atteindre. En outre, il ne faisait même pas attention aux proies qu'il touchait. Même s'il mourait en saignant, il s'en allait simplement, les laissant derrière lui. Récemment, une mésange maman est morte, qui passait ses journées à nourrir ses petits. Les jeunes oisillons, privés de leur mère, n'ont pas non plus survécu. Lorsque Leïla les découvrit morts, elle pleura longuement. Après tout, ils étaient morts sans jamais quitter le nid. Pendant tout le mois dernier, le duc visitait la forêt, et Leïla, qui enterrait les cadavres froids des oiseaux, avait décidé de l'appeler ainsi, un bel assassin cruel d'oiseaux. Même si c'était son opinion personnelle. Un jour, Leïla regarda par la fenêtre. Son oncle s'approcha d'elle et lui tendit la main, l'invitant à s'asseoir dans clairière. Il étendit une couverture sur l'herbe et dit à la fille de s'asseoir sous un saule, pendant qu'il travaillait avec les autres hommes.
Leïla avait honte de ne pas pouvoir aider. Dès qu'elle essayait de le faire, son oncle la forçait à se rasseoir, disant que s'il suivait les instructions de ses aînés, il serait en colère. Il a ajouté qu'il détestait les enfants qui ne suivaient pas les directives et a proposé à la fille de manger des pêches si elle le souhaitait. Leïla se prit les genoux et baissa la tête. Tout à coup, un garçon inconnu aux cheveux blancs s'approcha d'elle. Il s'inclina et salua la fille. Il s'assit à côté d'elle et dit qu'il ne l'avait pas vue ici auparavant. Elle a dit qu'elle vivait avec son oncle Bill. Le garçon demanda si son oncle Bill était ce terrifiant oncle jardinier. Leïla a dit que l'oncle n'était pas terrifiant, mais le garçon a dit qu'il avait peur de lui. Leïla a demandé au garçon s'il vivait dans la propriété. Il a répondu qu'il était venu avec son père. Son père était le médecin traitant de la famille du duc, et aujourd'hui il était venu pour une visite de routine de la vieille dame. Parfois, le garçon venait avec lui. La vieille dame l'Y autorisait. Après cela, Leïla a continué à s'asseoir en silence. Le garçon pencha la tête vers elle et la regarda. Puis il lui demanda son âge. Elle a répondu qu'elle avait 12 ans. Le garçon était surpris, il a dit qu'ils avaient le même âge, mais elle avait l'air beaucoup plus jeune. Elle a dit qu'il était petit aussi. Le garçon commença à redresser le cou et dit fièrement qu'il était le plus grand de sa classe. Leïla a dit qu'il était clairement plus petit que l'oncle Bill. Alors le garçon dit qu'il n'y avait personne de plus grand que lui, même parmi les adultes. Alors Leïla a répondu que cela ne lui importait pas et qu'il était quand même petit. Le garçon a dit que c'était déjà trop. Il a continué de s'asseoir à côté d'elle et a dit qu'il faisait très frais aujourd'hui, probablement parce qu'ils étaient assis à l'ombre de l'arbre. Leïla n'a pas répondu et ne pensait qu'à combien de temps ce garçon prévoyait de rester près d'elle. Il était tout rayonnant et visiblement content, tandis que la fille se sentait mal à l'aise en présence d'un étranger. Elle a pris une pêche et un couteau, et a commencé à la couper en deux. Le garçon a dit qu'elle était drôle, car les filles ne portent pas de couteau dans leur sac. Leïla a dit que l'oncle Bill lui avait donné le couteau. Elle tendit une moitié de pêche au garçon et lui demanda s'il en voulait. Il accepta l'offrande avec gratitude et savoura l'arôme du fruit. Puis il demanda pourquoi elle était si triste. Peut-être qu'il lui était arrivé quelque chose? Leïla expliqua que le duc et ses amis chassaient constamment les oiseaux. Le garçon a demandé ce qu'il y avait de mal à cela. Leïla a expliqué qu'il les tuait juste pour s'amuser. Le garçon demanda si ce n'était pas à cela que servait la chasse. Leïla demanda s'il en était de même pour lui. Le garçon s'énerve et dit immédiatement qu'il n'était pas comme ça et qu'il était très désolé pour les animaux. Leïla fut surprise par sa réponse. Même si le garçon n'avait dit cela que pour lui plaire. Elle pensait qu'il était étrange, mais il s'est avéré être assez gentil. Elle lui tendit une autre moitié de pêche et lui demanda s'il en voulait encore. Le garçon rougit et prit le fruit. Après un moment, sa mère l'appela. Il se leva de la clairière et tendit la main à Leïla, se présentant sous le nom de Kailetman. Il lui demanda comment elle s'appelait. La jeune fille serra la main et se présenta comme Leïla Livellin. Kay dit qu'il était heureux de l'avoir rencontrée et courut vers sa mère. En partant, il cria qu'il lui apporterait quelque chose de délicieux la prochaine fois. Mais Leïla n'était pas sûre qu'il se reverrait un jour. Elle savait que son oncle Bill n'avait pas encore décidé de la laisser partir ou de la garder, et s'attendait à ce que le moment vienne bientôt où elle devrait partir pour un foyer d'accueil. La mère demanda à Kay qui était la fille. Il répondit qu'elle vivait dans la maison de l'oncle jardinier, et qu'ils étaient du même âge. La femme prit son fils dans ses bras et regarda Leïla avant de partir. Quand oncle Bill a fini de travailler, il a appelé Leïla pour descendre de la colline. En chemin, il lui a demandé si elle avait faim. La fille a répondu qu'elle avait récemment mangé des pêches. Ensuite, elle a dit qu'elle avait rencontré un garçon de son âge. À ce moment-là, Leïla a remarqué que le duc revenait de la chasse avec ses amis et passait près d'eux. Pendant que les amis parlaient de la chasse, le duc marchait en silence et a jeté un regard sur Leïla en passant. Leurs regards se sont croisés. Oncle Bill a enlevé son chapeau et s'est incliné devant le jeune duc. Celui-ci a dit à Remy qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Bill a dit qu'il se sentait mal de le dire juste maintenant, mais qu'il prévoyait de laisser ce jeune à Harvey. Et après ces mots, il a indiqué Leïla qui se tenait derrière lui. Leïla a fait un pas en avant,
regardant toujours vers le bas. Remé a dit que les deux dames étaient déjà au courant, et avec leur permission, il a estimé qu'il devait en informer le duc, sinon cela serait impoli de sa part. Leila s'est inclinée, essayant de cacher son visage derrière ses longs cheveux. Un des amis du duc a reconnu Leila et a dit que c'était cette fille qui vivait dans les bois. Elle se cachait toujours derrière les arbres, et quand ils partaient, elle pleurait en enterrant les oiseaux qu'ils avaient abattus. Le jeune homme en a ri. Le duc s'est souvenu que c'était la fille assise sur l'arbre qu'il faillait faussement abattre, la prenant pour un oiseau. Ensuite, il a dit à Remé qu'il pouvait agir comme il le voulait. Bill a remercié monsieur et celui-ci, avec sa compagnie, a continué son chemin. Leila a levé la tête et a vu qu'il tenait plusieurs oiseaux morts dans leurs mains. Oncle Bill lui a tapoté l'épaule et a dit qu'il était temps de rentrer chez elle. Au manoir du duc, il y avait des invités, une fille nommée Claudine et sa mère. La jeune fille a baissé la tête, posant sa joue dans sa main, et sa mère inquiète lui a demandé de se comporter comme il convient à une dame. Claudine a dit qu'elle s'ennuyait beaucoup. Sa mère a dit à sa fille alors qu'elle pouvait aller jouer avec ses frères aînés. Claudine a dit qu'il se comportait comme si elle n'existait pas. Il parlait d'une manière que seule eux comprenaient. La duchesse, tenant son chien, a dit qu'il était naturellement ennuyeux pour Claudine. Après tout, il n'y avait pas un seul ami de son âge ici. Claudine s'est tournée vers sa mère et a dit que Madame Gérard la comprenait. Puis elle a pointé du doigt une fille marchant dans la rue et a demandé qui elle était. Elle a également dit qu'elle semblait être du même âge et a demandé si elles pouvaient jouer ensemble. Madame Gérard a dit qu'elle ne savait même pas si elles devraient jouer ensemble, que c'était une enfant abandonnée venue de l'étranger. Elle était peu susceptible d'être un compagnon de jeu pour Claudine. Claudine a dit à Madame Gérard que tout irait bien et que ce serait certainement plus amusant que de jouer avec un chiot. Sa mère était presque à bout de patience en raison du manque de respect de sa fille et de son manque d'éducation. Madame Gérard a sonné la cloche et a dit à la servante d'amener la fille que le jardinier élève. La fille est venue vers Remé et a dit que Madame voulait voir Leila. Bill a demandé pourquoi elle voulait soudainement la voir. La servante a répondu que la dame de la famille Bran avait dit qu'elle voulait jouer avec Leila. Remé s'est tourné vers les nobles qui se reposaient sur la véranda et a pensé pourquoi une noble dame avec tant de divertissement voulait-elle appeler Leila pour jouer. Quoi qu'il en soit, c'était un ordre de la dame, et il ne pouvait pas refuser. Leila a dit à son oncle qu'elle irait voir la dame et reviendrait plus tard à la maison. Il a répondu « D'accord » et a laissé partir la fille. La servante a amené Leila. C'était la première fois qu'elle voyait Madame Gérard de près, et elle était frappée par sa beauté. Madame a appelé Leila mignonne et a demandé à Claudine si tout lui convenait. Elle a répondu que oui et a remercié Madame Gérard. Leila ne comprenait pas ce que signifiait le mot « convenait » utilisé à son égard. Dans cet endroit où les gens portaient des vêtements couleur de bonbons, les sentiments de Leila semblaient ne pas intéresser grand monde. Bientôt, Madame a appelé la servante et lui a donné des instructions. Elle a pris Leila par la main et l'a emmenée dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La servante a lavé Leila dans une luxueuse salle de bain et l'a habillée d'une tenue blanche et douce étonnante. Elle a séché ses cheveux et a commencé à les peigner. Les gestes de la servante étaient assez brusques et douloureux, mais Leila a tout supporté. Elle avait l'impression qu'elle devait supporter. Elle a serré les mains sur sa robe pour ne pas se plaindre à haute voix que ses cheveux étaient arrachés par la brosse. Elle a tenu bon car c'était l'ordre de Madame. Si elle disait ne serait-ce qu'un mot de travers, son oncle Bill pourrait avoir des problèmes, c'est ce qui la préoccupait. Une fois prête, la servante a dit à Leila que Miss Claudine était la fille du comte Bran. C'était quelqu'un avec qui Leila ne pouvait pas se permettre d'être négligente, et elle devait s'en souvenir. Leila a dit qu'elle avait compris et elles sont entrées dans la pièce. Claudine a de nouveau salué Leila et lui a demandé de s'approcher d'elle. Claudine a demandé à la fille quel était son nom et quel âge elle avait. Elle a répondu qu'elle s'appelait Leila Llewellyn et qu'elle avait 12 ans. Claudine a dit qu'elle pensait que Leila était plus jeune. C'était la deuxième fois ce jour-là qu'on lui disait qu'elle avait l'air petite pour son âge. Leila a dû ravaler son indignation pour la sécurité de l'oncle Bill. Claudine s'est assise au piano et a demandé à la jeune fille si elle savait jouer du piano. Leila a répondu qu'elle ne savait pas, et a remarqué pour la première fois un si grand piano. Claudine a commencé à jouer une mélodie et a demandé à Leila si elle connaissait cette chanson et si elle pouvait la chanter.
Léla a répondu qu'elle ne la connaissait pas et l'entendait pour la première fois. Claudine a dit qu'elle laisserait la musique de côté et a demandé à la fille si elle savait faire des fleurs artificielles. Léla a répondu que non. Plusieurs autres questions ont suivi. Mais Léla ne savait ni jouer aux osselets, ni aux cartes, ni aux échecs. Claudine a été déçue, elle a trouvé de nouveaux ennuis, et elle a qualifié Léla de petite chose. La jeune fille s'est levée, et avec un air indifférent a dit à Léla qu'elle était une enfant, qui ne savait vraiment rien. Ensuite, elle est sortie de la pièce, disant à sa servante avec agacement qu'elle espérait que la jeune fille s'amuserait. Puis, se retournant une dernière fois, elle a dit que Léla n'était pas meilleure qu'un chiot. Léla a baissé la tête et est restée assise en serrant le tissu de sa robe. Elle voulait vraiment rentrer chez l'oncle Bill, mais elle est restée assise un moment de plus, se disant que Lady Claudine pourrait changer d'avis et revenir. Quand le soleil commença à se coucher, Léla réalisa qu'elle restait là inutilement et décida de rentrer chez elle. Descendant l'escalier, elle touchait le tissu de sa robe. Avant de partir, la servante lui a dit que mademoiselle lui permettait de prendre cette robe et lui a tendu une pièce d'or. Léla ne voulait pas accepter ce don, mais la servante, prenant sa main dans la sienne, a déposé la pièce en disant qu'elle devait accepter avec gratitude ce que les gens offraient, c'est une question d'étiquette. Elle a de nouveau regardé la pièce, l'a serrée dans sa main, puis est partie plus décidée, se disant mentalement qu'il ne fallait plus penser à ce qui s'était passé. Soudain, elle a été appelée par son nom. C'était Claudine entourée de ses frères. Léla s'est demandé comment elle avait de nouveau pu la croiser. Les frères ont demandé à leur sœur qui était cette fille. Elle a répondu qu'elle était élevée par un jardinier. Léla a plissé les yeux et s'est demandé si le fait qu'il n'y avait pas de duc dans cette situation était un soulagement. Claudine lui a fait signe et lui a souhaité bon voyage. Léla s'est inclinée et s'est enfuie. Elle voulait partir le plus vite possible de cet endroit étrange et inconnu. Mais en courant, elle a trébuché et est tombée, la pièce glissant de ses mains et roulant devant elle. Léla a essayé de la récupérer, mais quelqu'un d'autre s'est approché et a marché dessus avec le bout de sa botte. La jeune fille s'est relevée et a levé les yeux. Devant elle se tenait un duc. Son regard était froid, il la regardait d'une manière qui la faisait se sentir infiniment insignifiante sous cette pression. Le duc Gérard a fait réaliser à Léla à quel point sa présence ici était négligeable. Elle s'est relevée et a baissé la tête. Il semblait qu'un coin de ses lèvres rouges était relevé. Les genoux de Léla étaient égratignés et des gouttes de sang coulaient le long de ses jambes. Dès qu'elle a remarqué le sourire du duc, la douleur qui la parcourait a miraculeusement disparu. Tout ce qu'elle pouvait penser était au mot de Miss Bran. C'était une phrase qui avait profondément blessé Léla, la qualifiant de rien de mieux qu'un chiot. Le duc s'est retiré, et Léla s'est penchée pour ramasser la pièce. Puis elle s'est levée, s'est inclinée en silence devant le duc et s'est enfuie à nouveau. Tout le chemin jusqu'à la maison, un nœud s'était formé dans sa gorge, prêt à éclater. Seulement quand elle a emprunté le sentier forestier et a vu la lumière chaude émanant de la maison, Léla a compris ce que c'était. C'était la tristesse. Oncle Bill se tenait sur le perron, regardant la jeune fille avec inquiétude. Des larmes brillaient dans ses yeux. Oncle Bill a frappé à la porte de la chambre de Léla, et en entrant, il a demandé si elle voulait aller en forêt aujourd'hui. Léla a répondu qu'elle voulait rester à la maison toute la journée. Il a fermé la porte et a réfléchi au fait qu'aujourd'hui était le deuxième jour où Léla restait prostrée dans sa chambre. Pendant que la jeune fille était assise sur son lit, Régnier s'est assis à la table de la cuisine et s'est demandé s'il était toujours si calme dans sa maison. Maintenant qu'elle était dans cet état, il a remarqué qu'il avait perdu l'habitude du silence. Léla est sortie de sa chambre et a posé une pièce d'or sur la table sur un mouchoir en carré plié. Elle a demandé à son oncle de la prendre. Maintenant Régnier comprenait pourquoi la jeune fille était si morose après sa visite au manoir. Posant les assiettes de nourriture, il s'est assis et a demandé qui lui avait donné cette pièce. Puis il lui a demandé pourquoi elle voulait lui donner de l'argent. Léla a répondu qu'elle savait que c'était une grosse somme. Elle savait qu'il ne fallait pas gaspiller l'argent, même si elle était chagrinée. C'est pourquoi elle avait levé la pièce devant le duc, pour son oncle. Elle a avoué qu'aussi longtemps qu'elle réfléchissait, elle pensait quand même que ce geste était mauvais. Cependant, si elle donnait l'argent à son oncle, elle pensait qu'elle pouvait ainsi rembourser un peu sa gentillesse. Oncle Bill s'est assombri. Depuis le moment où Léla était rentrée à la maison,
comme essayant de fuir les ennuis, il avait compris qu'elle avait dû affronter quelque chose au manoir qui lui avait causé une douleur intense. Mais il faisait semblant de ne rien voir, car il avait peur de la faire pleurer en posant des questions. Il a serré son poing et a traité les aristocrates de snobs maudits. Puis il s'est tourné vers Leila et lui a dit qu'elle avait gagné cet argent par elle-même et pouvait le garder. La fille était surprise et a demandé comment elle l'avait gagné. Onkel Bill a argumenté qu'en passant du temps avec l'aristocrate mourant d'ennui, elle avait mérité cet argent. C'était vraiment un travail ingrat, mais Leila s'en était très bien sortie. Elle pouvait donc accepter en toute confiance le paiement, et c'était la bonne chose à faire. Leila était toujours assise là, surprise et ne comprenait pas complètement les paroles de son oncle. Il a dit que c'était la vérité et la félicité pour son entrée dans le monde des adultes. Elle a pris la pièce dans ses mains et a dit à son oncle qu'elle était toujours une enfant. Onkel Bill a répondu que si elle pouvait subvenir à ses besoins par elle-même, alors elle était une adulte. Leila a dit que cela ne s'était produit qu'une seule fois et qu'elle n'avait reçu qu'une seule pièce d'or. En disposant une assiette pleine de viande devant Leila, Onkel Bill a dit qu'il y avait toute une foule d'adultes dans ce monde qui se débrouillaient à peine, même en vieillissant. Alors, elle avait un bon départ. Et comme le début était si bon, Leila deviendrait une excellente adulte. Ensuite, il a ajouté qu'au cours des derniers jours, elle avait mangé comme un oiseau, alors elle devait manger plus maintenant. Il lui a rappelé que les enfants qui mangeaient mal ne lui plaisaient pas mâchant sa viande. Leila a demandé si elle grandirait si elle mangeait beaucoup. Onkel Bill a répondu affirmativement et a demandé si quelqu'un l'avait appelée petite. Leila a bougonné et dit que ce n'était pas le cas, c'était juste qu'elle avait l'air d'un enfant. Bill a pensé qu'elle était encore un enfant, bien qu'il l'ait appelée adulte littéralement quelques minutes auparavant. Il s'est levé et est allé chercher une carafe de jus de pomme. En revenant à la table, il a répondu à la question de Leila sur la possibilité de dépenser l'argent, lui disant qu'elle pourrait acheter ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle voulait un nouveau cahier, car elle avait déjà rempli tout le précédent. Elle a ensuite demandé si elle pouvait acheter plus de crayons de couleur. Bill a répondu que oui. Leila lui a demandé s'il voulait quelque chose aussi. L'homme était étonné que la jeune fille veuille acheter quelque chose pour lui aussi et lui a demandé ce qu'elle ferait si elle lui demandait quelque chose de très cher. Leila a brillé et a répondu vivement qu'elle économiserait beaucoup d'argent et lui achèterait l'objet demandé. Il a dit avec un sourire qu'il attendrait cela, et ils ont trinqué avec leur verre de jus. Il était ravi que Leila soit un enfant si gentil et intelligent. Même si ses os et sa stature étaient petits, elle était jolie, donc lorsqu'elle grandirait, elle deviendrait une très belle femme. Mais soudain, il a pensé que la beauté était un poison pour une femme dans des circonstances difficiles. Savamment s'il y avait des problèmes, elle pouvait facilement se retrouver en difficulté. Bill a commencé à devenir nerveux, comme cela lui arrivait souvent lorsqu'il se mettait à rumination. Il a décidé qu'il devait l'envoyer dans un endroit vraiment fiable, mais il n'y en avait pas. Ah, ce monde corrompu et ces maudits humains. Leila a bu tout le jus d'un trait et a demandé une autre portion. Alors Bill a pensé que la jeune fille pouvait grandir en devenant aussi une buveuse. Les jours ont passé, et Bill continuait à réfléchir aux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas élever Leila. Et puis, un jour, elle est partie dans la forêt, le laissant l'attendre à la maison. Il ne savait pas où envoyer cette trouble fête de sa tranquillité, qui était entrée dans sa vie. Alors la jeune fille a continué à grandir, les nouveaux vêtements qu'elle avait achetés devenaient petits, sa peau crémeuse fleurissait, et la pièce qui ressemblait à un entrepôt temporaire se transformait en une chambre douce et aérée. L'image de l'enfant sautillant joyeusement le long du chemin était toujours claire dans son esprit. Il a fallu un certain temps pour réaliser que Leila était devenue une belle jeune femme de 18 ans. Elle ramassait des framboises dans la forêt, et quand le panier était plein, elle rentrait chez elle, décidant qu'il fallait en ramasser encore quelques-uns. Elle était devenue aussi belle et fraîche que les roses que Bill entretenait dans son jardin. Ainsi, elle est restée pour toujours à Harvey, à côté de Bill Régnier. Leila a apporté un panier à la maison et a demandé à son oncle de regarder. L'oncle était surpris, et la jeune fille a dit qu'il y avait une énorme récolte cette année et qu'elle voulait en cueillir davantage demain pour faire de la confiture de framboises. Elle a également ramassé quelques pêches et en a offert à Romé. Ils se sont assis dans des fauteuils sur la véranda et ont commencé à manger les pêches. C'était un autre été qui commençait. Le soir venu, Leila était assise à son bureau dans sa chambre, faisant ses devoirs et s'occupant d'autres tâches.
Le jour de l'examen approchait car l'année scolaire touchait à sa fin. En raison de sa lecture assidue à la bougie, la vue déjà faible de Leila s'est encore détériorée. Elle a décidé qu'il était temps pour elle d'acheter des lunettes. C'est pourquoi elle a décidé de ramasser plus de framboises dans la forêt d'Harvey, de faire de la confiture et de vendre tout cela pour enfin faire cet achat tant attendu. Au début, elle pensait que 20 pots suffiraient, mais elle a ensuite réalisé qu'il valait mieux en faire 30 et a décidé de récolter toute la framboise de la forêt. L'oncle Bill est entré dans la pièce et a dit à la fille de ne pas se coucher si tard. Elle a dit qu'elle ferait encore un peu de travail et irait se coucher, lui souhaitant une bonne nuit. Il est parti en souriant. Quand il a décidé de conduire Leila à l'école, tout le monde était contre. Il pensait que c'était trop de tracas, surtout parce que Bill n'avait pas l'intention de la laisser vivre chez lui. Même s'il la laissait, elle devrait soit se marier et partir vivre dans une autre belle maison, soit devenir servante chez le duc. Dans ce cas-là, de grandes connaissances scolaires ne seraient pas vraiment nécessaires. Malgré les critiques des autres à la maison, Remé a quand même conduit la fille à l'école. Elle était très heureuse d'apprendre de nouvelles choses, à l'école elle pouvait satisfaire sa curiosité et le soir elle racontait à l'oncle Bill ce qu'elle avait appris. Elle était une bonne élève et il lui disait régulièrement, avec approbation, qu'elle deviendrait une excellente adulte. Ces mots sont devenus comme un mantra et un enchantement pour Leila. Elle faisait de son mieux pour être à la hauteur des attentes de l'oncle Bill et lui rendre tout ce qu'il avait fait pour elle, devenant ainsi une excellente adulte. Ensuite, Leila a pensé qu'elle partirait bientôt en vacances d'été, et elle a immédiatement réalisé que le duc viendrait cette année. Après avoir obtenu son diplôme de l'université, il a suivi la tradition de sa famille en entrant à l'Académie militaire royale. La raison pour laquelle le duc n'était pas venu à Harvey depuis 2 étés était parce qu'il avait été envoyé servir sur la ligne de front. Maintenant qu'il avait terminé son service, il revenait à la maison. Leila n'était pas contente car elle devrait à nouveau entendre des coups de feu dans la forêt. Le lendemain, après les cours à l'école pour filles Gillis, Leila marchait avec ses amies. Elle parlait de comment elles allaient passer leurs vacances d'été. La fille a répondu à ses amies qu'elle n'avait pas encore décidé, mais qu'elle avait le temps de réfléchir à comment passer les vacances. Un jeune homme aux cheveux clairs était devant eux, il appelait Leila en agitant la main. Les autres filles l'observaient et il se tortillait maladroitement près de la clôture. Les amis de Leila lui ont dit que ce garçon était venu de nouveau pour elle. À cause de sa mauvaise vue, Leila a froncé les sourcils, mais a finalement pu distinguer le garçon. C'était Kyle. Leila a dit à ses amis qu'elle le rejoindrait plus tard et a couru vers lui. Les filles ont commencé à rire et à chuchoter à propos de son prétendant. En approchant de Kyle, Leila lui a dit qu'il n'avait pas besoin de l'attendre là, qu'il aurait pu simplement venir chez elle. Le garçon a répondu que de toute façon, il était sur le chemin. Même s'il l'a dit ainsi, en réalité, il a séché son entraînement au club de tennis pour accompagner Leila de l'école à la maison. Pendant ce temps, au club de tennis, il le maudissait pour avoir choisi de courir après une fille au lieu de s'entraîner. Il n'est pas surprenant qu'à la fin, ses escapades pourraient le faire exclure du club. Kyle a dit qu'il avait chaud et a proposé à Leila de manger de la crème glacée en route, son préféré. La fille a accepté et ils en ont acheté chacun une. Kyle pensait que dans ce précieux moment où il pouvait être avec Leila, il ne voyait pas l'intérêt d'aller au tennis. La fille s'est salie, et il lui a indiqué sur la joue, après quoi elle s'est essuyée avec un mouchoir et ils ont continué leur chemin. Il l'admirait, pensant que les problèmes du club pouvaient être laissés pour le lendemain. Ils sont entrés dans une librairie. Leila voulait acheter un guide illustré sur les oiseaux. Elle a dit que les oiseaux migrateurs revenaient, et elle voulait savoir quels oiseaux exactement venaient chez eux pendant les vacances d'été. Kyle a dit que Leila aimait beaucoup les oiseaux. En la regardant penchée sur les livres, Kyle a pensé s'il devait lui avouer aujourd'hui qu'il était amoureux d'elle. Sensibilisant un regard insistant sur elle, Leila regarda Kyle et lui demanda s'il voulait lui dire quelque chose. Kyle rougit et détourna le regard en disant qu'il était simplement perdu dans ses pensées. Puis il demanda si elle avait arrêté de lire le livre et si elle en regarderait d'autres. Leila dit qu'elle achèterait celui-ci précisément, et ils rentrèrent chez eux. Kyle pensa qu'il était peut-être encore trop tôt pour avouer ses sentiments. Il ne voulait pas se déclarer trop tôt sans savoir ce que ressentait Leila, et perturber leur amitié qui avait perduré jusqu'à présent. Il devenait certes impétueux en voyant comment Leila changeait chaque jour, mais il devait être patient pour continuer à voir ce sourire. Et honnêtement,
Kyle pensait qu'il n'était pas nécessaire de commencer par être amoureux. Ils se connaissaient depuis longtemps déjà, ne serait-il pas mieux de devenir directement époux? Des époux qui, comme maintenant, étaient plus à l'aise l'un avec l'autre qu'avec quiconque. Des époux qui s'aimaient. C'est ce à quoi il réfléchissait alors que Leila lui parlait de ses difficultés en géométrie. Il se demandait s'il devrait se marier juste après avoir terminé l'université. Il ferma les yeux et imagina à quoi Leila ressemblerait dans une robe de mariée. Assurément, dans ce monde, il n'y aurait pas de mariée plus belle que Leila. L'épouse de Kyle Ettman, Leila Ettman. Rien que d'y penser, son sourire s'étira jusqu'aux oreilles, et son visage rougit complètement de gêne. Leila regarda Kyle et lui demanda pourquoi il riait et se couvrait la bouche de sa main. Puis elle lui dit aussitôt que visiblement, ce qui l'avait fait rire était le fait qu'elle avait mal écrit son examen de géométrie. Kyle courut après Leila qui commençait à s'éloigner, et il expliqua qu'il ne riait pas de cela. Elle s'assit sur son vélo et lui dit que comme il avait de bonnes notes en géométrie, il était normal qu'il ne la comprenne pas. Kyle rattrapa son ami et s'accrocha à l'arrière du vélo. Alors qu'ils approchaient de la maison, le jeune homme demanda si Leila avait entendu parler du retour du duc Gérard au domaine cet été. Leila mentit en disant qu'elle n'était pas au courant. Kyle dit alors qu'il semblait que tout le monde au domaine était agité par son retour imminent. Pourquoi cela ne préoccupait pas du tout Leila? La jeune fille garda le silence, mais en pensée répondit que depuis ce jour où elle avait ramassé une pièce près des pieds du duc, elle n'avait jamais voulu le revoir. Lady Claudine l'avait alors invité au domaine, l'avait ignoré, puis lui avait donné cette pièce comme une aumône. Mais c'était le duc qui l'avait fait se sentir insignifiante. Cela avait marqué Leila d'une blessure différente de celle du mépris et de l'oppression qu'elle avait endurée en changeant de parents en parents dans son enfance. À chaque fois qu'elle voyait le duc, les souvenirs de ce jour s'embrasaient dans la tête de Leila. C'est pourquoi elle faisait de son mieux pour ne pas croiser son chemin. Et même lors des rares rencontres, Leila baissait la tête délibérément bas. Pour ne pas voir son visage. Elle détestait le duc. Celui qui lui rappelait les événements et les blessures qu'elle voulait oublier. Soudain, Kyle demanda à la jeune fille s'il devrait devenir officier. Imaginant un fusil entre ses mains, Kyle dit qu'il deviendrait officier, tel le duc Gérard, et recevrait une médaille. Un tireur d'élite qui atteint le cœur de l'ennemi à 100%, capitaine Ettman, n'est-ce pas une belle perspective? Leila demanda à son ami s'il avait déjà oublié. Après tout, il n'avait même pas réussi à tuer une seule poule. En réponse, Kyle demanda pourquoi elle y faisait référence. Une fois, l'année dernière, l'oncle Bill, de mauvaise humeur, criant sur Kyle en utilisant son nom et son prénom, lui avait demandé pourquoi il traînait toujours chez eux, oubliant sa propre maison. De plus, le jeune homme de la riche famille mangeait même chez eux, au lieu de chez lui. Attrapant le garçon en train de déjeuner, Remé dit que cela ne pouvait pas continuer, et dorénavant le petit de la famille Ettman n'était plus le bienvenu chez lui. Kyle avait eu peur, c'était la seule occasion où il pouvait être près de Leila. Il venait chez eux en utilisant ses études comme prétexte. Il avait crié à l'oncle qu'il paierait pour toute la nourriture qu'il avait mangée chez eux. Ou qu'il ferait tout ce qu'on lui demanderait. L'oncle Bill avait accepté cette réponse et avait donné à Kyle une tâche, attraper de la nourriture pour le dîner. Il l'avait envoyé au poulailler et lui avait ordonné d'attraper une poule et de la tuer pour ensuite la préparer pour le dîner. Mais cela s'était passé autrement, la poule avait attaqué Kyle et il s'était recroquevillé dans un coin. L'oncle Bill, le visage sévère, avait dit que le garçon n'avait même pas pu attraper une seule poule, et l'avait appelé un glouton inutile de la famille Ettman. Kyle avait été bouleversé alors et avait peine à retenir ses larmes. Les mots lui disant qu'il était un glouton inutile s'étaient profondément enracinés dans son cœur, et Leila avait dû le réconforter par la suite. Maintenant, se remémorant cette histoire, Leila avait du mal à retenir son rire, tandis que Kyle, gonflé d'orgueil, disait que depuis ce jour, l'oncle Bill ne l'avait jamais appelé par son nom, et ne l'avait désigné que comme un glouton. Leila lui tapota l'épaule et le nomma affectueusement glouton. Le jeune homme demanda à son amie pourquoi elle se moquait de lui. Elle répondit qu'elle l'aimait justement pour ce qu'il était, et continua à rire. Elle dit ensuite qu'elle espérait que ses mains sauveraient des vies, pas tirées avec un fusil. Elle lui demanda si lui-même ne pensait pas que cela serait bien mieux. Kyle rougit et dit qu'il deviendrait bien sûr médecin, suivant les pas de son père. Mais en tâchant de le faire,
il commença à se demander s'il devait devenir médecin militaire. Après tout, les médecins militaires reçoivent aussi des médailles? Leila dit qu'ils en recevaient sûrement, car sauver des vies était une grande œuvre. Soudain, une voiture passa devant eux. À l'intérieur se trouvait le duc Gérard en uniforme militaire. Leila et Kyle ne virent pas qui était à l'intérieur. Le jeune homme supposa que c'était la vieille dame. Leila dit que la dame n'aimait pas les voitures, donc il était peu probable que ce soit elle. Kyle demanda pourquoi. Après tout, une voiture alliait une conception géométriquement belle et la technologie. Leila n'était pas enchantée que son ami mentionne encore une fois la géométrie. C'est alors que Kyle se rappela qu'il devait lui montrer le cahier qu'il avait pris avec lui, mais se rendit compte qu'il l'avait oublié dans son cartable. Leila continua son chemin et lui dit qu'il pouvait rentrer à la maison chercher le cahier, puis revenir pour dîner chez eux. Kyle lui demanda en plaisantant si elle souhaitait le voir lui, ou juste le cahier. Elle répondit qu'il était évident qu'elle voulait le cahier. C'était juste une mise en scène, et Kyle comprenait qu'elle ne parlait pas sérieusement. Il dit qu'il était déçu, même si ce n'était pas le cas, et ajoute qu'il allait rapidement rentrer puis revenir. Leila lui cria de ne pas se presser, car préparer le dîner prendrait de toute façon du temps. Leila se remit ensuite à bicyclette et continua à rouler tranquillement, réfléchissant à ce qu'elle allait cuisiner pour le dîner ce soir-là. Le duc Gérard dit à son valet, de faire arrêter la voiture. L'homme s'étonna que le duc veuille s'arrêter à cet endroit. Le duc répondit qu'il voulait marcher à pied. Les trois sont sortis de la voiture. Essen a dit au duc qu'il l'attendrait à proximité. Celui-ci a répondu qu'il n'était pas nécessaire et qu'il se rendrait à pied directement à la maison de campagne. Essen était très inquiet, la sueur coulait sur son visage. Comme le duc était arrivé une semaine plus tôt que prévu, les serviteurs avaient à peine eu le temps de tout préparer, et maintenant il décidait soudainement de marcher seul? Avant même que Essen ne puisse dire quelque chose de plus, le duc lui a dit strictement qu'il se retrouverait à la maison de campagne. Il a enlevé son chapeau et s'est promené dans les bois. Le duc a fermé les yeux et a respiré l'air pur. Il se souvenait de sa mère lui disant qu'il devrait se fiancer cet été. Il était d'accord, car se marier au bon moment et donner un héritier était sa seule et principale responsabilité. Grand-mère avait dit que Claudine était la plus convenable pour devenir duchesse. Mathias avait également accepté l'avis de sa grand-mère. Claudine von Brand avait une excellente lignée et possédait toutes les qualités d'une bonne fiancée. Sa mère lui avait dit ce soir-là qu'elle organiserait toute la rencontre lorsqu'il rentrerait du service pour officialiser les fiançailles. C'est la vie, même si vous ne le voulez pas, même si vous n'en avez pas soif, tout est déjà préparé au mieux. La vie parfaite. Parfois c'est tellement naturel que cela devient ennuyeux. Dans cette vie, il avait été un enfant parfait, un élève parfait, et était maintenant un officier parfait. Et maintenant il allait épouser une femme parfaite et devenir un père parfait. Pour renforcer sa famille en tant que chef du duché. C'est ce que son père et son grand-père avaient fait, et c'est ce qu'il ferait aussi. Alors que Mathias regardait, Leila passa à vélo. Elle avait à peine parcouru quelques mètres depuis qu'elle ne se retourna et croisa leurs regards. Réalisant qui était à ses côtés en une seconde, elle s'arrêta brusquement mais ne put freiner correctement et tomba. Le duc regarda ses cheveux dorés et comprit immédiatement que cette fille était l'enfant du jardinier de la maison. Celle qui passait ses journées à courir dans les bois et à enterrer des oiseaux. Il était quelque peu surpris qu'elle vive toujours à la maison de campagne. Elle se leva et, baissant la tête, demanda pardon au duc. Puis elle remarqua que ses cahiers étaient tombés de son sac et commença à les ramasser. Mathias restait là à l'observer, puis l'appela par son nom complet. La jeune fille s'excusa à nouveau sans relever la tête. Elle essaya de prendre un stylo, mais au moment où elle l'attrapa, le duc posa son pied sur l'autre extrémité, l'empêchant de la ramasser. Leila essaya de le récupérer, en vain. Alors le duc lui dit qu'il l'avait appelée Leila Livellin. Finalement, la jeune fille releva la tête et lui dit qu'elle l'écoutait, il pouvait parler. Mais il ne répondit rien, se contenta de reculer avec un sourire en libérant le stylo, et passa son chemin. Leila serra sa main avec indignation, contrariée qu'il ne lui ait rien dit au final. Elle se tourna vers lui et mordit sa lèvre inférieure pour contenir sa colère. Si les gens qui encensaient le duc savaient qu'il faisait de telles sottises malgré son caractère aristocratique parfait. Rassemblant ses affaires et soulevant son vélo,
Leila marcha lentement derrière le duc en retenant la douleur de la blessure à la jambe causée par sa chute, elle n'avait pas le droit de le dépasser. Allait-il vraiment marcher aussi lentement jusqu'à la maison même? Il ferait mieux d'utiliser ses longues jambes à bon escient et de marcher plus vite. Soudain, le duc s'arrêta, et Leila aussi. Il se retourna et la regarda. L'idée lui vint que le temps passait, et avec lui l'enfant grandissait. Leila n'était plus une petite fille, elle était devenue une jeune femme. Avec l'arrivée de l'été, lorsque les roses, fleurs nationales de Berg, et la fierté du manoir prennent leur couleur, et que le duc Gérard arrive au domaine, les serviteurs doivent travailler plus activement que d'habitude. Tout est fait pour préparer l'accueil de nombreux invités qui visitent le manoir lors du retour du duc. Pour les différentes soirées, réunions et autres événements importants. Le dur labeur des serviteurs doit contribuer à rehausser le prestige de leur maître. La famille Comte-Alban, la deuxième plus prestigieuse famille noble de Bercaud, après la famille Gérard. Ils étaient parmi les invités à traiter avec une attention particulière. Ils sont arrivés au manoir, le duc a accueilli la comtesse et sa mère lorsqu'elles sont sorties de la voiture. Le motif nominal de la visite de la famille Bran était de rendre visite à des parents pour célébrer le début de l'été. Cependant, il était déjà connu de tous que la seule fille du comte, Claudine von Bran, était venue à Harvey non seulement pour cette raison. Mathias lui a tendu la main lorsqu'elle est sortie de leur voiture. Avant d'annoncer leur fiançailles, les deux familles ont mené des négociations préliminaires, et les parties intéressées ont eu une rencontre amicale. Leur objectif était clair, et aucune des familles n'a tenté de dissimuler ce fait. Surtout Claudine. Après avoir posé une tasse de thé sur la table, la jeune dame a déclaré qu'aussi souvent qu'elle avait vu, la serre semblait toujours magnifique, Madame Gérard avait l'impression d'avoir transporté un véritable paradis ici. La mère de Mathias a répondu que la serre était soigneusement entretenue, et elle était impatiente de la remettre entre les mains de la propriétaire qui en apprécierait la valeur. Chacun des invités comprenait parfaitement ces allusions. Ensuite, Madame Gérard s'est tournée vers son fils et lui a proposé de faire visiter le « paradis » d'Harvey à Claudine, pendant qu'ils continuaient leur discussion commerciale autour de la table. Mathias s'est levé immédiatement et a tendu la main à Claudine. Tenant sa main gantée de dentelle, l'image d'une main tachée de sang et de terre, s'étirant vers un stylo, est apparue dans l'esprit du jeune homme. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi l'image de Leila lui était venue à l'esprit, et a rapidement chassé ses pensées. Maintenant que Claudine était devenue une dame parfaite, il ne restait plus aucune trace de la jeune sœur, inférieure à ses frères. Et Mathias, en l'accompagnant, se comportait aussi formellement que s'il la rencontrait pour la première fois. Ce n'était pas surprenant, mais les parents de Claudine étaient très émus de les regarder ensemble. Surtout sa mère, toujours soucieuse de la manière d'agir de sa fille. Madame Gérard pensait que même s'ils n'étaient pas très proches, ils se connaissaient depuis longtemps. Il comprenait donc que chacun d'eux, que ce soit Mathias von Gérard ou Claudine von Bran, étaient des aristocrates dans l'âme. Cela a été la principale raison de ce mariage, ils étaient parfaitement adaptés l'un à l'autre pour un mariage de raison, et ils se sont choisis mutuellement pour cela. En se promenant dans la serre, Claudine a dit que les oiseaux qui y vivaient étaient réellement étonnants, et qu'ils se comportaient si bien avec les gens. Un des oiseaux s'est posé sur sa main, sans craindre le danger. Elle était curieuse de savoir quel était le secret, et Mathias a demandé à un serviteur d'expliquer. Il s'est approché et a dit qu'il coupait les ailes des oiseaux. Alors Claudine a demandé si cela faisait mal aux oiseaux. L'homme a dit que non, car il coupait seulement les plumes aux extrémités, et a demandé en retour s'il pouvait montrer le processus. Claudine a demandé à Mathias s'il était d'accord. Il a répondu qu'il pouvait agir comme il le souhaitait. L'homme a sorti du cajot un petit oiseau jaune. Le duc a demandé quel oiseau c'était. Le serviteur a répondu qu'il s'agissait d'un canari, ces oiseaux chantent très joliment. Ensuite, il l'a posé sur la table, étalant l'aile, a commencé à couper les bords avec des ciseaux. Pendant ce temps, il expliquait que même si cet oiseau n'était pas encore habitué aux mains humaines et avait un haut degré de méfiance, en coupant les deux extrémités de ses ailes, il ne pouvait pas s'envoler loin ni quitter son maître, ce qui rendrait son comportement plus docile. Claudine a demandé s'il était nécessaire de les couper. Le serviteur a dit que pour les oiseaux qui peuvent voler librement, ils sont difficiles à apprivoiser pour l'homme. Au contraire, cela leur est même utile, car cela les empêche de s'envoler vers des endroits dangereux, de se perdre ou de se blesser.
Une fois l'opération terminée, l'homme a libéré le canari pour sauter sur la table. Il a essayé de s'envoler, mais il n'a pas réussi, l'oiseau ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Mathias a attrapé l'oiseau très fermement dans sa paume et l'a serré. Le serviteur a pris l'oiseau des mains de monsieur avec agitation et a dit qu'il ne pouvait pas être apprivoisé aussi rapidement, il lui fallait du temps pour s'habituer à l'homme et il aurait été très effrayé. Ensuite, il a proposé à mademoiselle Claudine d'essayer de l'apprivoiser, mais elle, ayant assez vu pour elle-même, a dit qu'elle n'était plus intéressée et a remercié d'avoir satisfait sa curiosité. Elle a tendu la main au duc et lui a proposé de retourner à la table. Celui-ci a pris sa main dans la sienne, et l'image de la main de Leila tenant un stylo lui est revenue en mémoire. En partant, il s'est tourné vers le serviteur et lui a demandé de transférer ce canari dans sa chambre. Le serviteur n'a pas compris d'abord, et le duc a expliqué qu'il voulait que cet oiseau soit son propre canari personnel. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt, mes chéris.